À un mois de son anniversaire, le président américain reçoit un énorme cadeau, un Boeing 747 offert par la famille royale du Qatar. Coût estimé 400 millions de dollars, l'appareil pourrait servir de nouveau Air Force One. Mathieu Mabin, on vous retrouve comme chaque jour en direct de Washington. Cette générosité, est-ce qu'elle fait bondir les démocrates ? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est Chuck Schumer, le chef de file des démocrates au Sénat, qui a réagi le premier et qui parle, sans beaucoup de surprise d'ailleurs, d'un geste du Qatar qui s'apparente clairement à de la corruption, je cite. Mais concrètement, absolument rien ne va dans cette affaire, vous en conviendrez. Comme souvent, il faut bien le dire, quand on est comme nous, chargé de commenter la vie politique américaine et qu'une information de ce genre arrive. La tentation est de penser qu'il s'agit là d'un article de presse un peu fantasque qui précède probablement un papier sur les extraterrestres, mais pas du tout. Ce lundi, la Maison-Blanche communique bien sur ce sujet et tente désespérément d'expliquer de manière rationnelle quelque chose de tellement indéfendable, encore une fois, que ça n'a ni queue ni tête. Alors, d'abord, effectivement, la valeur d'un appareil de ce genre, un Boeing 747, est théoriquement de 400 millions de dollars, vous l'avez dit. Il est généralement négocié entre 250 et 300 millions lorsque cet achat est réalisé par une compagnie aérienne. Il s'agirait donc probablement tout simplement du plus beau cadeau jamais réalisé par un État à un autre. Mais là où l'affaire n'a vraiment aucun sens, c'est qu'évidemment, comme pour toutes les démocraties qui se respectent, il existe un règlement qui encadre la tradition des cadeaux entre États. C'est pareil en France. Et aux États-Unis, les pères fondateurs ont même pensé à inscrire cette pratique dans la Constitution des États-Unis, figurez-vous, dans la clause dite des émoluments, pour être précis. Article 1, Section 9, clause 8, pour être encore plus précis, et le texte est parfaitement clair. Il interdit, je cite, à tout titulaire d'un poste fédéral, y compris le président, d'accepter des cadeaux, émoluments, charges ou titres d'un gouvernement étranger sans le consentement du Congrès. Alors, par les temps qui courent et parce que Donald Trump dispose d'une courte majorité au Congrès, on s'en souvient, il n'est pas impossible que les élus se plient à l'exercice, mais disons-le, ce serait quand même franchement grotesque. Mais là où ça devient vraiment délirant, c'est que Donald Trump argumente par communicant interposé, évidemment, pour expliquer que cet avion, vous l'avez dit, viendra remplacer Air Force One. Vous savez, ce super transporteur équipé des moyens de défense rapprochés les plus perfectionnés au monde et qui garantit la sécurité du président des États-Unis dans ses déplacements intérieurs comme extérieurs d'ailleurs. En réalité, il s'agit d'une flotte d'appareils, au moins deux. Air Force One n'est donc pas qu'un seul avion. Il s'agit en réalité de l'indicatif du pilote qui embarque le président. Il se trouve que les deux appareils ont été mis en circulation, c'est vrai, il y a un peu plus de 40 ans et nécessitent donc un peu de maintenance. Mais pour transformer un avion de ligne en Air Force One, il faut tout le savoir-faire de l'industrie aéronautique et de défense américain réunis. Même si l'essentiel de ce que contient Air Force One est classé très secret défense, les experts considèrent qu'après équipement, chaque appareil coûte en réalité entre 4 et 5 milliards de dollars. On est loin des 400 millions. Et surtout, l'avion qui transporte le président peut avoir 40 ans. L'âge de l'appareil n'a pas beaucoup d'importance puisqu'il ne reste pas aujourd'hui un centimètre carré de moquette et encore moins de pièces aéronautiques ou d'armement qui n'auraient pas été changées depuis la sortie de l'usine du Boeing. Et donc, jamais un Boeing offert par le Qatar ne pourra devenir Air Force One. Jamais. Ce serait une hérésie complète qui priverait le président des États-Unis de sécurité puisqu'un appareil classique n'est pas équipé des systèmes de défense antimissiles, par exemple, dont dispose l'avion présidentiel. Il n'est pas non plus connecté aux systèmes de communication les plus sensibles qui garantissent aujourd'hui à Donald Trump de pouvoir échanger et commander ses agences, ses états-majors, et j'en passe, et ce, où qu'ils se trouvent à la surface du globe. Donc non, le cadeau du Qatar ne deviendra pas l'avion présidentiel des États-Unis, contrairement à ce qu'annonce aujourd'hui le président. Et même si on connaît le goût de Donald Trump pour les salles de bain plaquées or, ce pays ne fonctionne encore et il demeure dans l'environnement providentiel suffisamment de fonctionnaires dont la sécurité du président est le métier pour que ce cadeau soit rapidement rangé dans un placard à côté des autres, même s'il faudra un grand placard.
En tout cas, Mathieu, cette annonce, elle intervient à quelques heures d'une tournée de Trump dans le Golfe. Il va s'envoler, non pas avec un avion qatari, mais avec un avion américain normalement. Le Golfe, c'est une région du monde où la famille Trump aime bien faire des affaires. Alors oui, même s'il ne s'agit pas directement du président en exercice, vous avez raison de le souligner, la Trump Organisation qui regroupe les activités économiques et commerciales du clan Trump a, c'est vrai, signé en avril un contrat important, un contrat immobilier avec des investisseurs qataris à Doha. Donc vous serez surpris, il s'agit d'un projet immobilier de complexe de luxe où l'on trouvera là aussi probablement des golden robinets et un golf qui fera très probablement un peu penser à celui de Mar-a-Lago en Floride. Pour rappel, la Trump Organisation est dirigée, on le sait aujourd'hui, par les fils de Donald Trump. Alors bien sûr, le lien entre les affaires de la famille Trump à Doha et ce cadeau à 400 millions de dollars a déjà été fait par la presse américaine, on l'a dit, mais j'ai surtout envie de vous dire que s'il y a un télescopage d'intérêt, ce n'est pas seulement à ce niveau qu'il se situe. Doha, ces dernières années, et vous le savez absolument, est surtout devenue la capitale des réunions secrètes afin de régler les conflits. C'est à Doha que les émissaires américains rencontraient les talibans, par exemple, sous l'égide et la protection de l'émir du Qatar. C'est encore à Doha que se discute l'avenir de Gaza avec ce qui reste de l'état-major du Hamas. Et donc, pour redevenir un peu sérieux, cette histoire de cadeau ne pèse pas bien lourd sur une scène internationale submergée par des enjeux diplomatiques majeurs au moment où Israël se prépare à transformer Gaza en parking, par exemple, puis en station balnéaire, non sans avoir poussé la population de l'enclave dans le désert du Sinaï. C'est d'abord de cela dont on parlera cette semaine, enfin j'espère. Et à demain donc. Merci beaucoup Mathieu Mabin, direct de Washington.